Aujourd'hui, donc, je vais vous parler de souveraineté numérique. C'est un mot que j'aime pas parce que ça veut dire plein de choses, ça veut rien dire, les gens l'utilisent n'importe comment. C'est pas hyper clair non plus, enfin c'est pas bien choisi comme mot, mais c'est le mot utilisé la plupart du temps, donc j'ai pris souveraineté numérique, et c'est un sujet qu'on ne doit pas sous-estimer. Je vais vous expliquer pourquoi, et pour vous illustrer pourquoi il ne faut pas le sous-estimer, je vais revenir un petit peu en arrière. Il y a 2 semaines, vous vous souvenez, je vous ai parlé de Claude, du nouveau modèle de Anthropic, Claude Fable 5. Il y a 2 semaines, je vous ai dit, ah, il est sorti, il est gratuit pendant quelques jours, allez l'essayer, ça peut être sympa. La semaine d'après, je vous ai dit, ah ben non, le truc n'est plus disponible, et cette semaine, je vais essayer de vous expliquer pas pourquoi le truc n'est pas disponible, mais pourquoi c'est un problème qui ne le soit plus, au-delà juste de la coupure d'accès à ce modèle d'intelligence artificielle. On va aller voir c'est quoi les implications de tout ça. Et donc le 9 juin, il y avait le modèle qui sortait. Seulement 3 jours après, le gouvernement américain avait interdit l'export du modèle, donc toutes les personnes non états-uniennes ne pouvaient plus l'utiliser, y compris les développeurs qui travaillaient dessus, qui n'étaient pas états-uniens. Et on ne peut rien y faire, voilà. Juste plus d'export. Et donc ça a été plus simple pour l'entreprise de juste couper l'accès au monde entier, plutôt que de vérifier l'identité de chaque personne et surtout la nationalité de chaque personne. Et donc on a perdu l'accès, et eux ont perdu l'accès aussi. Et ce qui est très grave ici, c'est que donc, un gouvernement étranger a coupé un outil, qui est un outil d'IA. Ça aurait pu être n'importe quel autre outil. Vous utilisez sûrement tous des trucs type Gmail, Outlook, des outils américains. Si demain ils veulent couper l'accès, ils le coupent, et vous ne pouvez rien y faire. Et vous pouvez manifester, vous pouvez poster sur LinkedIn, vous pouvez contacter le support, vous pouvez essayer de les envoyer, de les mettre en justice. Faites pas le poids, il n'y a rien à faire. Vous n'avez plus l'accès, c'est terminé pour vous. Ils le font sans préavis, sans possibilité de recours. Et le pire, c'est que dans beaucoup de cas, personne n'a de plan B. Et il y a des entreprises, je n'ai pas d'exemple comme ça en tête, mais des entreprises qui ont fait faillite, qui ont dû arrêter leur activité, juste parce qu'un outil ne fonctionnait plus. Ce qui est excessivement grave. Et donc là, on va vraiment parler d'une question de sécurité. On n'est pas juste sur, OK, on utilise un outil auquel on n'a pas accès, l'accès est coupé, voilà, on n'a plus accès à un modèle d'IA. Si ChatGPT n'est plus dispo demain, c'est ennuyant, mais tant pis, on sait encore travailler. Mais ça peut être beaucoup plus grave si vous n'avez plus accès à vos mails. On va juste faire comme ça à main levée. Est-ce que vous pensez que si vous n'avez plus accès à vos mails demain, est-ce que vous pensez que vous pouvez encore travailler? Qui pense pouvoir encore travailler sans avoir accès à ses mails? Ok. Ok. Donc, si demain on n'a plus accès du tout à nos mails, il n'y a qu'une seule entreprise ici qui ne fait pas faillite. Ce qui est excessivement grave. Et donc, quand on parle de souveraineté numérique, il y a plein de sujets à traiter. Moi, j'en ai pris que 3 ici pour être plus simple. Il y a les données. Donc, vraiment, on ne parle pas de l'interaction avec l'outil, on parle de tout ce qui est stocké par l'outil. Donc, où sont ces données? Il y a 2 grandes juridictions, donc soit elles sont en Europe, et donc elles sont sous RGPD, donc c'est une contrainte à prendre en compte aussi, ou alors elles sont hébergées par une entreprise américaine, et donc elles sont sous ce qu'on appelle le Cloud Act, qui est une loi américaine qui dit que, enfin états-unienne, pardon, qui dit que toutes les entreprises états-uniennes doivent pouvoir donner les informations qu'elles possèdent au gouvernement s'il en a besoin. Donc si vous avez Gmail et qu'il y a des données sensibles dessus, techniquement, le gouvernement américain peut y avoir accès et peut les lire. Et donc, qui accède à ces données? Donc, si elles sont sous Cloud Act, le gouvernement américain peut y avoir accès. L'hébergeur peut y avoir accès également, sauf si elles sont encryptées correctement. Mais ça soulève aussi une autre question en dehors des gouvernements. C'est, est-ce que vous avez vraiment accès à vos données? Est-ce que vous avez un contrat donc, avec l'outil que vous utilisez? Ça peut être Odoo, ça peut être n'importe quel autre outil. Est-ce que vous avez un contrat qui vous dit que vous possédez les données et que vous y avez accès? Il y a des champions dans ce secteur, c'est SAP, un gros ERP, qui n'est pas américain d'ailleurs, je pense. Donc c'est pas parce qu'ils sont américains qu'ils sont mauvais, et c'est pas parce qu'ils sont européens qu'ils sont bons. SAP, je pense, c'est des Néerlandais ou des Allemands. SAP, dans les contrats, le contrat stipule que vous possédez les données, mais vous ne possédez pas l'accès aux données. Ce qui n'a absolument aucun sens. Mais donc, ça veut dire que si vous voulez partir de SAP, ils peuvent vous dire bah non, parce que vous n'avez pas l'accès aux données selon le contrat, et donc on ne vous donne pas la clé pour les chercher. C'est comme si vous achetez une maison, mais vous ne pouvez pas utiliser la porte, ni les fenêtres, ni la porte de garage. Vous possédez les murs, mais vous ne possédez pas l'accès à l'intérieur de cette maison.
On va également parler d'infrastructure. Donc les données, elles sont où? Je parlais du Cloud Act, du RGPD, si elles sont états-uniennes ou si elles sont en Europe, quel pays. Mais également, est-ce que c'est un pays, est-ce qu'elles sont en Belgique? Est-ce que vous pouvez aller toquer à la porte d'entreprise pour vous plaindre? Ou est-ce qu'il faut prendre l'avion pendant 8 heures pour aller voir l'entreprise? Donc c'est aussi des choses à prendre à prendre en compte. Est-ce qu'elles sont dans un pays qui est stable aussi? Puisqu'il y a eu au Moyen-Orient, il y a eu des data centers qui ont été bombardés. Donc est-ce qu'elles sont dans un pays où ça va? Ou est-ce qu'elles sont entre deux guerres? Il faut aussi faire attention à ça. Si elles sont dans un pays sensible mais sauvegardées ailleurs, ces données, c'est pas très grave. Ou l'infrastructure qui héberge le service globalement, c'est pas très grave parce qu'il peut y avoir une redondance. On peut retomber sur un autre pays plus stable. Mais si le seul accès, le seul point d'accès, le seul endroit où c'est hébergé, c'est un pays où ça se passe pas très bien en ce moment, ben c'est aussi une question à prendre en compte. On peut perdre l'accès à cause de ça. Et le dernier sujet, ça va être les modèles d'IA. Donc là, on va plutôt parler de l'entraînement de ces modèles. Donc, pour créer une intelligence artificielle, il faut beaucoup d'informations. Il en faut énormément. Il en faut tellement que c'est impossible à s'imaginer le volume. Et donc, qui va collecter ces données? Est-ce qu'ils le font de façon correcte? Est-ce qu'ils vont prendre les informations des droits qui sont sous droit d'auteur, mais ils le font sans le dire? Comment ils vont chercher ces informations? Nous, on pourrait se sentir déconnecté de ça en se disant bon, ils ont été volés les données de plein de livres qui sont sous droit d'auteur. J'écris pas de livres, donc ok, tant pis. Mais ça peut également être vos secrets d'entreprise qui peuvent se retrouver dans des modèles d'IA, et donc c'est aussi assez important. Si vous avez des secrets d'entreprise un peu sensibles, ce qui fait souvent du coup votre avantage compétitif, c'est vos secrets d'entreprise, eh bien, ils peuvent se retrouver dans des modèles d'IA, et ça veut dire que la semaine prochaine, quelqu'un peut demander à ChatGPT comment on fait pour faire X, Y, Z, et c'est votre secret qui se retrouve exposé directement à la personne, qui peut du coup vous recopier, et donc vous n'avez plus cet avantage compétitif. Donc il y a quand même beaucoup d'enjeux. Il ne faut pas prendre à la légère ce sujet. Il peut se passer des choses très graves. Ça peut être perdre l'accès à la donnée, perdre l'accès au service qui vous expose la donnée. Donc quand vous vous connectez à Odoo, vous n'avez pas directement accès aux données, vous avez une interface qui vous les montre, qui vous les présente. Et ça peut également, troisième problème que je cite, c'est que ces données soient utilisées pour transformer votre avantage compétitif en commodité à qui tout le monde peut avoir accès. Donc les risques, voilà. Interruption sans préavis, c'est comme il s'est passé avec Claude Fable 5. J'ai dit ça peut être pour n'importe quel autre outil. Le Cloud Act, bien, la justice américaine peut avoir accès à vos données. Les conditions générales d'utilisation qui sont, parfois elles peuvent évoluer et vous pouvez rien y faire. Elles changent, tant pis pour vous. Elles vous conviennent plus, tant pis pour vous. C'est eux qui décident. Ils sont dans un bureau à Los Angeles, Palo Alto, Los Angeles, peu importe. C'est pas vous qui allez avoir du poids face à ça. Et puis votre secret d'entreprise, eh bien, qui peut être aspiré par ces IA et qui peut se retrouver du coup dans le domaine public, et n'importe qui peut, enfin dans le domaine public non, parce que ces IA sont privées, ne sont pas libres de droit, mais tout le monde du coup peut savoir comment vous faites. Donc les risques sont quand même assez graves. Le pire, c'est l'interruption sans préavis, parce que je l'ai dit, on a fait ici l'exercice. Si on perd l'accès aux mails, c'est tout, on ne travaille plus, quoi. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de trouver des solutions? Donc, il ne faut pas rentrer chez soi aujourd'hui et être stressé et se dire qu'il faut absolument trouver une solution tout de suite, mais il faut faire l'exercice quand même régulièrement et voir si on peut faire des choses, s'il y a des alternatives à aller chercher, et si on peut faire les choses de façon un peu plus sécurisée et plus robuste. La première, c'est de cartographier vos dépendances, surtout aux outils cloud, surtout aux outils cloud états-uniens, ce sont là qu'il y a le plus de problèmes. Si vous avez des outils cloud qui sont en Europe, souvent ça se passe un peu mieux, mais l'exemple de SAP, j'espère que je ne dis pas de bêtises, que SAP c'est bien allemand. Bien SAP, ils font quand même un peu ce qu'ils veulent par rapport à vos données, donc c'est pas top. Donc il faut voir qu'est-ce que vous utilisez comme outil et lesquels sont à risque. Deuxième chose à faire, c'est pas une solution, c'est pas la très bonne solution, mais c'est déjà mieux que rien, c'est de chercher des alternatives européennes, parce que souvent les entreprises européennes sont plus éthiques à ce niveau-là. Donc vous pouvez aller voir au niveau de chez OVH pour l'hébergement, Scaleway également. Ça c'est plutôt pour l'hébergement infrastructure, c'est peut-être un peu plus déconnecté de ce qu'on fait, bien que c'est pertinent pour Martin et Philippe. Et pour l'IA, vous pouvez essayer Mistral. Je fais une petite parenthèse là-dessus. Ceux qui ont déjà essayé ont déjà sûrement remarqué que c'est moins performant que les autres IA. Oui, c'est vrai, mais je pense qu'il faut quand même l'utiliser pour qu'ils prennent notre argent. Parce que si on ne leur donne pas notre argent, qu'on le donne à OpenAI ou à Anthropic,
Mistral ne va pas avoir les financements pour grandir, et donc ne sera jamais meilleur, et donc on n'aura jamais de solution alternative, et on va toujours financer des solutions qui sont états-uniennes, qui ne respectent pas la vie privée, qui ne respectent pas ce qu'on vient de discuter ici, et donc ils vont juste empirer la situation. Moi j'utilise de plus en plus Mistral et de moins en moins les autres IA. C'est un peu pénible, mais je me dis que le marché c'est une machine à vote. Ce qu'on paye, c'est comme un vote, on dit ok je veux que ce truc soit plus avancé, je vote pour ce truc, et donc moi je veux que mon argent il aille chez Mistral et qu'il n'aille pas chez Anthropic ni chez OpenAI. Et ça peut être pareil avec OVH, Scaleway, en tout cas avec les alternatives européennes, pour les financer et les aider. Ce qu'il faut faire aussi de très important, c'est une cartographie de la portabilité de vos données. Est-ce que vous pouvez les exporter pour les mettre ailleurs ou pour les sauvegarder? Pour les sauvegarder parce que si vous perdez l'accès, parce qu'il y a un bombardement, je ne sais quoi, un incendie, peu importe, vous devez avoir des sauvegardes ailleurs pour avoir ces données sauvegardées et ne pas les perdre définitivement. Et aussi, si vous voulez changer d'outil, vous devez pouvoir exporter ces informations et les réimporter ailleurs. Et si on vous ferme la porte quand vous voulez sortir ces informations, vous ne pouvez juste pas changer d'outil. Vous êtes verrouillé dans un écosystème, ça s'appelle le vendor lock-in. Et vous devez juste subir le fait que vous êtes verrouillé quelque part. Et le dernier point, qui est le plus important, mais vraiment de loin, c'est d'avoir toujours un plan B pour les outils critiques. Si vous avez un petit outil qui vous sert de temps en temps juste pour vous aider, mais que ce n'est pas critique, n'allez pas perdre du temps à chercher 3-4 alternatives en Europe. Par contre, pour tout ce qui est vraiment très très important, ayez une solution de secours. Ça peut être pour votre adresse mail, ça peut être pour n'importe quoi. Je ne sais pas les outils exacts que vous utilisez, mais ayez toujours une solution de repli pour que si demain il y a un problème, vous puissiez utiliser autre chose. Donc, pour conclure, ce n'est pas juste une question de politique, parce qu'on a introduit avec le Cloud Act, avec le gouvernement américain qui coupe l'accès à Cloud, donc ça c'est un peu de la géopolitique, c'est même beaucoup de la géopolitique. Ce n'est pas juste ça le problème ici, c'est vraiment une question de continuité, c'est une question de juste pouvoir travailler et de pouvoir faire le métier qu'on fait. Donc c'est un sujet hyper important. C'est assez compliqué comme sujet parce qu'il y a de plus en plus de personnes, en tout cas de ce que je vois, il y a de plus en plus de personnes qui sont à fond là-dedans et qui veulent vraiment s'y mettre à 100%, mais je vois aussi de plus en plus de personnes qui n'en ont un peu rien à faire et qui disent « Ah non, moi, les outils américains, ils fonctionnent très bien, je veux rien savoir, si ça coupe, j'espère que l'accès ne sera jamais coupé. » Donc je ne sais pas trop comment le marché se positionne actuellement là-dessus, parce que je vois les deux. En tout cas, si vous avez besoin d'aide, en tout cas juste de réflexion, au moins d'avoir un plan B. Mais moi, je peux vous aider là-dessus, parce que c'est un sujet sur lequel je travaille depuis, je pense, au moins 6-7 ans. Ça fait 6-7 ans que je m'intéresse énormément à ça. Et donc, je connais un petit peu les alternatives disponibles. Du coup, je serais ravi d'en discuter avec vous. Et si vous avez des questions, eh bien, je suis disponible. Et j'y répondrai avec joie. Le message du jour, c'est n'achetez plus américain, vu que le message Hugo est anti... non, le message du jour, je ne suis même pas anti-Trump, je m'en fous, je n'ai pas d'avis. Mais le message du jour, c'est ayez vraiment un plan B. Ouais, ça, c'est vraiment le plus important, quoi. Voilà. Là, on a parlé des IA, mais bon, c'est vrai que tu parlais des emails. Qu'est-ce que tu peux avoir comme alternative pour Microsoft, par exemple, pour les suites Office? C'est compliqué. Alors, si tu veux remplacer ton Outlook par quelque chose qui n'est pas le problème, qui est plus local, on va faire quoi? Le plus simple, le plus direct, c'est de passer sur un truc style Infomaniac. Mais ils ont tellement été bons sur le marketing de ces outils, de ces grosses suites type Outlook. Ils sont tellement bons, ils sont tellement avancés, et c'est tellement pratique, que quand tu repasses sur une autre solution type Infomaniac, c'est l'exemple de Luigi, il a eu ça, les gens ils n'aiment pas trop. Parce que c'est moins poli, c'est moins lisse. Ouais. Et on s'en fout en fait, parce que Outlook, on l'utilise plus, puisqu'on gère avec Outlook. Tu as tout dans Odoo, toi, mais... Et tout dans Odoo, donc nous on pourrait passer à une autre solution. Tu pourrais passer, mais du coup là... Justement, c'est interdit chez nous d'utiliser Outlook pour gérer des dossiers. Mais tu pourrais passer à une autre solution, et là tu vas faire face à un autre problème, qui est du coup la portabilité. Tu ne vas pas avoir une porte fermée devant toi, tu vas pouvoir, je pense, extraire les données et les réimporter ailleurs, mais c'est un travail qui est assez long et compliqué. Et c'est aussi un autre problème, du coup, c'est ces gros écosystèmes qui ont, même s'ils n'ont pas verrouillé la porte derrière eux, ils l'ont quand même refermé. C'est que c'est bien compliqué d'en sortir.
parce que c'est trop bien fait. Et quand on veut passer ailleurs, on se rend compte que c'est moins bien. C'est compliqué de passer ailleurs, et on se rend compte que c'est moins bien, moins cher souvent, mais pas énormément moins cher. Et donc on se dit, ça sert à quoi? Enfin non, moi j'ai besoin de travailler, j'ai besoin de mes outils, j'ai besoin de mes habitudes. Du coup c'est un sujet assez compliqué. Mais dans ton cas, c'est intéressant, c'est qu'Outlook, tu l'utilises pas tant que ça du coup. J'utilise pas du tout. Tu n'utilises pas du tout, donc Je vois jamais un mail avec Outlook. vu que tu n'utilises pas, tu fais Le quoi? calendrier, parce que là j'ai pas encore d'alternative non plus. Mais si j'ai une suite basique, parce que moi il faut Oui. que le mail il rentre et qu'il sort. Oui, Et c'est ça. après ils vont sur le serveur Odoo. Oui. Et là je m'en fous. Alors tu pourrais avoir des solutions, mais là il faudrait que tu te retournes plutôt vers des développeurs ou à des intégrateurs Odoo qui eux, si tu as juste besoin d'une interface entre le monde extérieur de l'écosystème email et rentrer et sortir de Odoo, là tu as juste besoin d'un pont, donc tu n'as pas besoin d'Outlook complet, tu peux avoir des solutions plus simples. Comme ça ils ne peuvent pas l'utiliser, mais si je le vire. Et ça va te retirer, ça c'est un autre sujet qu'on abordera peut-être dans une autre conférence, c'est le shadow IT, donc on interdit ou alors on n'autorise pas à faire certaines choses et les gens le font mais en cachette. Et là c'est un bon exemple, c'est que si tu laisses l'accès Outlook, les gens vont l'utiliser, s'ils ont l'accès, et donc il faut juste le retirer quoi. Voilà. Si tu veux qu'il ne soit pas utilisé, il faut le retirer. Ça peut être une solution. On pourra en discuter si tu veux pour voir qu'est-ce qui est disponible comme alternative. Mais ce que je dis, voilà, le plus important, c'est juste d'avoir un plan B. Si là, ça fonctionne et que tu as tout dans Odoo, toi, tu n'es pas dans un cas critique parce que tu as Odoo auto-hébergé. Donc, tu es assez sécurisé. Je pourrais avoir l'équivalent d'un Gmail, mais c'est aussi américain. Tu as juste besoin d'un serveur mail, en fait. J'ai besoin d'un serveur. Tu as juste besoin d'un serveur mail et il en existe plein. Voilà. Et qu'est-ce que tu penses de Microsoft 365? Mais c'est un petit peu ce qu'on vient de discuter. Donc, Outlook en fait partie. Donc, l'écosystème est bien parce que tu as tout au même endroit. C'est hyper pratique. Et il y a peu de probabilité, c'est très peu probable qu'un jour tu perdes l'accès, mais ça peut arriver. Et j'ai vu, il y a 2 ou 3 semaines sur LinkedIn, j'ai vu un post d'une fille qui dit « Ah, j'ai perdu l'accès à mon Gmail ». Donc elle, c'était sur Google, donc elle a la Google Workspace. Elle dit « J'ai perdu l'accès à Google Workspace. Est-ce que quelqu'un connaît quelqu'un chez Google pour me dépanner parce que il n'y a pas de support ?» C'est même pas que le support répond pas, c'est que parfois il n'y a pas de support. Il n'existe plus parce que tout était automatisé et donc ils l'ont retiré. Et donc cette fille-là sur LinkedIn, je ne sais pas où elle en est là actuellement parce que je ne la connais pas, j'ai juste vu dans les recommandations, mais elle n'a plus accès, elle ne sait plus travailler. Donc peut-être qu'elle a même dû arrêter son activité, ou j'en sais rien, mais elle n'a pas eu l'accès complet. Et du coup, avec Microsoft, c'est pareil, tu pourrais aussi perdre l'accès. On a eu une panne comme ça il y a 1 an ou 2 ans, je ne sais pas si vous... Ils ont eu une attaque. Oui, mais il y a 1 an ou 2 où effectivement, pendant une journée, 2 journées, je pense... Tu n'avais plus du tout accès? Chômage technique. Oui, mais c'est quand même assez grave. Ici, pendant 2 jours, tu es verrouillé, bon... Ah ouais, verrouillé, tout à fait. Ok, tant pis, tu vas peut-être trouver autre chose à faire. Oui. Mais si tu n'as plus du tout l'accès définitivement, là, ça devient beaucoup plus dangereux. Ouais. Et c'est ça à garder en tête, c'est toujours d'avoir un plan B. Voilà. Ok, merci. Je vous remercie pour votre écoute.